France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer. Alors on est très régulièrement sollicité par ce qu'on appelle des représentants d'intérêt. Le but en général est simple, c'est qu'ils sont concernés par une loi européenne et donc ils viennent pour essayer d'expliquer ce qu'il faudrait faire. Les lobbyistes, l'industrie ont des points d'accès, ont des contacts, ont des moyens de faire pression, ont des moyens de défendre leurs intérêts, ce que les citoyens n'ont pas. Pour dissiper le débat qu'il pourrait y avoir autour du rôle des lobbyistes dans les organisations démocratiques, il est extraordinairement sain et nécessaire que nous ayons ce débat sur l'auto-organisation de la profession. Nicolas Hulot a fait son retour médiatique hier soir. L'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire s'était fait discret depuis sa fracassante démission cet été. Il avait alors dénoncé la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir, expliquant que la participation du lobbyiste Thierry Coste à une réunion à l'Élysée avait achevé de le convaincre de rendre son tablier. Pesticides, médicaments, alimentation, les lobbies sont-ils vraiment partout et manipulent-ils les décideurs publics ? À Bruxelles, où plus de 30 000 lobbyistes s'emploient à influer sur le travail et les décisions du Parlement européen, un registre de transparence a été mis en place en 2011. En France, pour limiter les risques de dérive qui préoccupent de plus en plus les citoyens, la loi dite Sapin 2 a suivi l'exemple européen. Il y a tout juste un an, un registre obligatoire tenu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a été mis en place. Il recense aujourd'hui 1600 groupes d'intérêt. Mais la transparence est-elle une réponse suffisante ? Peut-on véritablement encadrer les relations entre représentants d'intérêts privés et pouvoir public ? Et d'ailleurs, comment se tissent précisément ces relations d'interdépendance ? Lobbying, les méthodes de l'influence, c'est un reportage signé Catherine Pétillon. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction, nous recevons aujourd'hui Antoine Vaucher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, membre du Centre européen de sociologie et de sciences politiques à l'Université Paris 1. Vous avez écrit avec Pierre France, Sphère publique, intérêt privé, enquête sur un grand brouillage, un livre paru aux presses de Sciences Po. Et bonjour Guillaume Courty. Bonjour. Professeur en sciences politiques à l'Université de Lille, chercheur au CERAPS, le Centre d'études et de recherches administratives, politiques et sociales. Et je cite votre dernier livre, Le lobbying en France, invention et normalisation d'une pratique politique, paru chez Peter Lang. Alors pour les non-spécialistes, ça n'est pas évident de se représenter ce qu'est un lobby, Catherine Pétillon. Donc pour ce reportage, concrètement, qui êtes-vous allé voir ? Alors dans l'imaginaire persiste une représentation de lobbyistes en hommes de l'ombre cachés. Or, l'influence sur la décision publique se fait par le biais d'activités légales, elle est le fait d'acteurs connus, et cela d'autant plus depuis la création du registre de transparence que vous évoquiez. Cela va du cabinet de conseil aux responsables des affaires publiques d'une entreprise, des ONG aux fédérations professionnelles, etc. En somme, une grande variété de professionnels travaillent à infléchir, empêcher, accélérer des décisions publiques, on le sait. Ce qui reste encore opaque, c'est comment, c'est-à-dire dans quels objectifs, en passant par quel relais, avec quels moyens et surtout quels résultats. Et donc comment ça se traduit en pratique ? Alors avoir accès à ces informations, c'est assez compliqué finalement dans le cadre d'un reportage et de ses contraintes. D'abord parce que les personnes concernées et en particulier les entreprises restent souvent réticentes à parler de leurs méthodes, a fortiori dans un micro. Ensuite parce que l'influence repose quand même en grande partie sur de l'informel. Enfin parce que les stratégies économiques et financières sont des secrets bien gardés. Et surtout, cela reste difficile d'accès pour tout un chacun qui voudrait s'y pencher, associations, citoyens, chercheurs. Alors certes, des évolutions récentes ont changé la donne, comme l'ouverture des données ou les politiques de transparence, mais en la matière, la France est encore au milieu du gué et surtout si on regarde le contexte, il est fait de régulations parfois contradictoires. Par exemple, d'un côté, un encadrement du lobbying et de l'autre, une loi instituant le secret des affaires. Autant dire que dans ce contexte, la régulation des activités de lobbying fait elle-même l'objet d'une intense lutte d'influence. Alors on part tout de suite à Bruxelles. Vous avez notamment rencontré Martin Pigeon de l'ONG CIO, Corporate Europe Observatory. Alors ici, on est dans un petit square qui s'appelait le square ING, du nom de la banque qu'il possède d'ailleurs, dont le siège social est juste ici. Et donc, quand on passe cette rue-là, on entre dans le quartier européen. Et là, on est sur avenue du Trône, avenue de la Couronne, c'est la même. On a déjà beaucoup de lobbies qui sont là. Par exemple, derrière, ça c'est un bâtiment où il y a la DG Recherche. Mais de l'autre côté, exactement de l'autre côté, vous avez des lobbies comme... il y a un lobby du tabac qui est là. Derrière,
Là, dans la rue qui est devant nous, juste sur la gauche, vous avez le lobby de l'aviation civile, dont a priori un des principaux objets est de faire en sorte que le kérosène continue de ne pas être taxé nulle part, jamais, alors que c'est un des plus polluants et une des principales sources d'émissions de CO2. Donc, quand même, tout est très concentré. Ah, c'est très concentré, bien sûr. Et on croise des gens comme par exemple monsieur qui est un lobbyiste de Bayer, qui passe en me faisant un grand sourire, parce qu'effectivement on se connaît bien. Et puis, enfin on se connaît bien, professionnellement. Monsieur qui est lobbyiste de Bayer, typiquement, comment vous interagissez avec eux ? Pas beaucoup. Pas beaucoup parce qu'on s'aime pas beaucoup, évidemment. Moi, mon boulot, ça consiste à essayer de les neutraliser. Et eux, leur boulot, c'est d'essayer de m'échapper. Donc voilà, on essaye de faire ça correctement. Mais toujours sur le square de Meus, ici, c'est un endroit qui est assez intéressant. Vous voyez, c'est pas mal. Hein. Il y a beaucoup de banques ici. Là, ici, par exemple, dans le même bâtiment que Bayer, là à côté, vous avez Goldman Sachs. Vous avez la BNP aussi. De l'autre côté, vous avez le lobby des semences, qui n'est pas inintéressant pour Bayer parce qu'ils viennent de racheter Monsanto. Si vous regardez ici, là, dans ce bâtiment-là, au 2e et 3e étage, vous avez une agence de conseil en lobbying qui s'appelle Fleischmann Hillard, qui bossait pour Monsanto justement sur la question du glyphosate. En face, vous avez un de leurs concurrents qui s'appelle Burson Marsteller, qui est assez connu, qui se sont fait un peu historiquement une spécialité de bosser pour les gens pour qui personne d'autre veut bosser, quoi. Enfin, les gens qui ont un problème de réputation, en général, il y a une raison pour ça. Que ce soit l'Argentine des colonels, Saddam Hussein, enfin ça c'est des exemples un peu historiques. Et puis à côté de ça, vous avez la représentation permanente de la Suède. Là regardez, si vous regardez l'ensemble des boîtes postales, c'est vachement intéressant. Vous avez donc à côté de Bayer, vous avez le bureau de représentation du Parlement allemand, le Bundestag. À l'étage du dessus. À l'étage au-dessus, ouais. L'essentiel du travail des lobbyistes, il est en amont. Il est dans la préparation des décisions. Et même, je dirais même plus encore plus, dans l'identification des problèmes. Et dans la détermination de ce qui est ou n'est pas un problème. C'est ça l'essentiel en fait. C'est convaincre la Commission d'agir ou de ne pas agir, pour commencer. Par quelle méthode et avec quels moyens les acteurs de l'influence parviennent-ils à modifier les décisions publiques prises à Bruxelles ? C'est ce qu'observe et analyse depuis des années Martin Pigeon. Ce chercheur militant, comme il se définit, travaille au sein de Corporate Europe Observatory. Cette ONG s'est spécialisée dans l'enquête sur l'activité des multinationales et de leurs représentants. Et à Bruxelles, ils sont très nombreux et actifs. À peine avait-elle été élue au Parlement européen que la députée des radicaux de gauche Virginie Rozière en a fait l'expérience. Alors on est très très régulièrement sollicité par ce qu'on appelle des représentants d'intérêt. Ça peut être effectivement des ONG, des associations, c'est aussi très souvent des représentants d'intérêt économiques, soit des entreprises directement, quand ce sont des grosses entreprises, ou des fédérations professionnelles d'un secteur, d'un type d'activité, les constructeurs automobiles, les éditeurs de musique, toutes sortes d'intérêts économiques qui, en fait, soit prennent rendez-vous directement parce qu'ils ont une pratique suffisante, soit effectivement pour contacter les députés européens, ils vont passer par des spécialistes du lobbying. Donc on a un certain nombre de cabinets de conseil dont le rôle est de savoir qui fait quoi, quel député fait quoi au Parlement européen, et quand une entreprise ou une organisation va les solliciter, ils vont dire voilà, vous devez aller voir tel député, tel député, tel député, et c'est des intermédiaires avec lesquels on est souvent en contact également. Très concrètement, pourquoi ils veulent vous voir ? De quoi ils viennent vous parler ? Le but en général est simple, c'est qu'ils sont concernés par un projet de texte législatif, une directive, un règlement, enfin une loi européenne, quoi. Et donc ils viennent pour essayer d'expliquer ce qu'il faudrait faire en fait, dire aux députés ce qu'ils devraient faire, c'est un peu ça l'idée. Alors c'est fait avec plus ou moins d'habileté, plus ou moins de diplomatie. C'est là qu'on voit aussi les différentes cultures, les différents professionnalismes aussi dans ce travail de conviction. Mais ils viennent pour nous dire en gros qui ils sont, ce qu'ils font, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et en quoi les législations qu'on veut prendre vont résoudre leurs problèmes ou au contraire vont leur créer des problèmes et pourquoi il ne faut pas faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Ça peut être soit pour dissuader, soit au contraire pour demander qu'on aille dans telle ou telle direction. Par exemple, ces derniers mois, quel type de demande vous avez pu recevoir ? J'ai reçu pas mal de demandes de représentants des grandes entreprises parce que je suis en ce moment sur un dossier d'action collective, vous savez, un peu comme les class action américaines. Donc Business Europe, qui est l'équivalent du MEDEF européen, est très contre parce que évidemment, ils ne voudraient pas avoir à dédommager les consommateurs. Par contre, je suis aussi sollicité par les associations de consommateurs qui, elles, sont très pour, évidemment. Et puis, on sort d'un débat qui a été très mouvementé, qui est celui sur la directive droit d'auteur, où là, effectivement, le tumulte des tentatives d'influence, voire même parfois de manipulation du vote, a été, je pense, sans précédent sur ce mandat. Ce qui est apparu, c'est des campagnes sur Internet,
de mobilisation. Avec moi, je n'avais jamais reçu autant de mails. En 3 semaines qui ont précédé le vote, j'ai reçu 40 000 mails à peu près. Donc oui, c'est beaucoup. Effectivement, la première impression, c'est se dire, mais en fait, il y a une vraie mobilisation citoyenne qui est contre ce texte. Simplement, après, déjà 40 000 mails, ça dit quand même quelque chose des moyens qui peuvent être mobilisés pour déployer une campagne comme ça. Et puis, quand même, il y a un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites, et ce qui est apparu, c'est que ces campagnes, elles émanaient de collectifs, d'organisations qui s'étaient créées juste pour l'occasion, mais quand on remontait sur les financeurs, ces campagnes-là étaient clairement financées par les grands lobbies du numérique américain. Donc assez clairement, on peut voir que ce qui était présenté comme une campagne citoyenne est en fait une campagne d'influence orchestrée par les lobbies et les groupes d'intérêt eux-mêmes. C'est pas un phénomène nouveau, mais c'est la première fois qu'on le voit se déployer aussi massivement en Europe, et c'est ce que les Américains appellent effectivement l'astroturfing. L'astroturfing, c'est effectivement une campagne de lobbying qui prend les apparences d'une campagne citoyenne. Ça a un certain effet sur les députés, en particulier dans des élections. Je sais qu'il y a un certain nombre de collègues qui, en première analyse, se sont dit bon, effectivement, il y a une vraie mobilisation citoyenne, les électeurs sont contre, donc bon, je suis pas très connaisseur du texte, parce que sur les 751 députés, tous, on n'est pas spécialiste de tout, on a nos champs de spécialité, et donc ça a fait sans doute reculer, ou ça a impressionné certains collègues. Et je pense que le phénomène s'est retourné, c'est-à-dire qu'au mois de septembre, quand il est apparu clairement qu'on était en face d'une tentative de manipulation de grandes entreprises américaines pour influencer une décision des représentants du peuple européen, en fait, moi ce que je trouve préjudiciable sur le cas dont on parle là, c'est qu'on est en fait sur de la manipulation, c'est-à-dire que c'est du lobbying, mais c'est du lobbying qui se dissimule, qui se fait passer pour autre chose que du lobbying. C'est vrai que sur ce dossier, il y a eu du lobbying de toutes parts. L'industrie culturelle n'a pas été en reste, mais elle l'a toujours fait en apparaissant pour ce qu'elle était, c'est-à-dire elle n'a pas prétendu représenter autre chose que soit les auteurs, soit les entreprises du secteur. Tandis que du côté numérique, il y a quand même une tentative de dissimulation. L'arme qu'on utilise, nous, pour essayer justement de canaliser le lobbying, c'est la transparence. Et là, on est clairement dans un mécanisme qui essaie d'éviter justement la transparence et qui fait que les groupes d'intérêt n'assument pas d'être à l'origine du message qui est effectivement porté. Tu n'arrives pas à retenir son nom. T'as eu des nouvelles sur l'histoire des conflits d'intérêts dans le... Plus de transparence et d'éthique, c'est ce pourquoi milite un grand nombre d'associations, ONG, universitaires. À Bruxelles, plus de 200 organisations rassemblées au sein de la coalition Alter-EU dénoncent plus généralement l'influence croissante du monde des affaires sur les décisions politiques de l'Union européenne. Parmi eux, l'association Les Amis de la Terre, c'est là que travaille Myriam Douot. Pour elle, l'une des explications repose sur la dissymétrie de moyens entre l'industrie, le monde des affaires et les autres représentants d'intérêt. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde ce qui se passe à Bruxelles, c'est à toutes les étapes de décision, c'est les intérêts privés qui priment sur les intérêts publics. Et donc les lobbyistes, l'industrie ont des points d'accès à toutes les étapes, ont des contacts, ont des moyens de faire pression, des moyens de défendre leurs intérêts, ce que les citoyens n'ont pas. Alors on a du lobby classique, je dirais, donc c'est un lobbyiste qui travaille pour une industrie, qui va envoyer des mails à quelqu'un qui prend des décisions ou à la Commission ou des députés européens. C'est des réunions qui sont organisées, il peut y avoir des événements, donc ils veulent organiser un débat sur un certain sujet parce qu'il y a un dossier en cours. Et on voit beaucoup, par exemple, des débats sur le changement climatique organisés par l'industrie fossile ou sponsorisés par l'industrie fossile. Donc ça, c'est des masses d'argent qui sont mises dans ces événements-là. Bon, nous, clairement, on n'a pas les moyens de faire ça. Cette dissymétrie que vous constatez, à quels endroits elle s'exprime ? Donc elle s'exprime au tout début du processus, c'est-à-dire avant même qu'une législation soit pensée ou qu'il y ait une décision de légiférer sur un sujet. L'industrie est là pour, en général, dans la majorité des cas, s'assurer qu'il n'y ait pas de législation. Et c'est là où on voit toute la promotion des normes volontaires. Tout ce qui est normes volontaires, tout ce qui est code de conduite, tout ce qui est non mais faites-nous confiance, on sait ce qu'on fait, c'est nous les experts de notre industrie, on sait se contrôler. L'exemple le plus flagrant, c'est le scandale de Volkswagen. Donc c'est les industries automobiles qui ont fait campagne pour que les normes de régulation du diesel et des émissions soient créées par les propres entreprises et contrôlées par le privé, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun mécanisme de contrôle public, voilà, et on a eu cette dynamique et ce discours de l'industrie qui est faites-nous confiance, nous sommes les experts. Et des années après, on se retrouve avec un scandale de Dieselgate ou le scandale Volkswagen. Voilà. On a aussi le problème de la technique de l'écho. C'est un lobbyiste qui va passer son message seul, d'accord ? Donc moi, lobbyiste, je suis en faveur du gaz, voilà. Donc je pense que le gaz, c'est bien, c'est une énergie bien pour la transition énergétique, ok. Ensuite, je suis aussi membre d'une association de producteurs de gaz
Et donc mon association de producteurs de gaz, elle dit la même chose, le gaz c'est bien. Accessoirement, je paye aussi un cabinet de lobbyistes pour aller rencontrer la commission et leur dire que le gaz c'est bien. Je vais aussi, j'ai un petit peu d'argent, donc je vais aller payer un think tank pour qu'ils produisent un rapport en disant le gaz c'est l'énergie du futur, c'est la transition garantie. Je fais partie d'une association de business qui n'est pas juste du gaz mais en général, qui vont aussi aller dire la même chose et dire que le gaz c'est bien. Du point de vue d'un fonctionnaire de la Commission européenne ou de la Commission européenne en général, si on entend tout ça de 5 acteurs différents, et puis après je vais dans un débat organisé par un journal, un média, et on me dit le gaz c'est bien, le gaz c'est la transition du futur, et puis je passe dans la rue et je vois les panneaux de pub, le gaz, énergie du futur, le gaz va nous sauver. Bon mais qu'est-ce que je pense à la fin de la journée ? Le gaz c'est bien. Sauf qu'au final on se rend compte qui tire les ficelles derrière. C'est l'industrie du gaz qui a volontairement articulé ces choses-là. Au niveau européen, il existe un registre de transparence. Les représentants d'intérêt doivent s'y inscrire, notamment pour avoir le droit de rencontrer les commissaires européens, mais il reste facultatif. Depuis avril dernier, des négociations ont lieu pour le rendre obligatoire et l'appliquer aux décideurs politiques, c'est-à-dire l'élargir au Conseil et au Parlement européen. Sylvie Guillaume, vous êtes députée européenne, vous faites partie du groupe socialiste et démocrate et vous êtes vice-présidente du Parlement européen. Sylvie Guillaume, vous êtes en charge de la négociation d'un registre obligatoire entre les différentes institutions européennes. Qu'est-ce qui aujourd'hui pose problème ? Pourquoi ça peine tant à avancer ? Alors nous sommes effectivement en train de discuter ce qu'on appelle un accord interinstitutionnel. Enfin, ma collègue Danuta Hübner et moi, on est négociatrices pour le Parlement. On ne donne pas notre avis personnel. Dans ça, on donne l'avis majoritaire du Parlement européen. Ce qui coince, c'est que la Commission européenne a pris, il y a maintenant quelques années, une disposition qu'elle s'est appliquée à elle-même, qui est de considérer que les commissaires européens, leur cabinet et leur direction générale devaient forcément publier les rendez-vous qu'ils avaient avec des représentants d'intérêt. Et la Commission considère que c'est un peu l'alpha et l'oméga de la transparence. Et de notre côté, nous ne sommes pas fonctionnaires, nous sommes des parlementaires. Les parlementaires ont majoritairement exprimé, c'est malheureusement je crois le cas, ont exprimé majoritairement le fait que la liberté de mandat était une valeur cardinale les concernant et qu'ils ne pouvaient pas être contraints à publier leur rendez-vous ou à publier une empreinte législative, et donc que la contrainte leur apparaissait contraire à leur liberté de mandat. Et donc ce qui coince, c'est que la Commission considère qu'on ne va pas assez loin et que on devrait tous faire comme des fonctionnaires européens et être soumis à cette loi. On peut rétorquer à la Commission qu'ils n'ont pas élargi cette contrainte et cette publication de leur rendez-vous aux chefs d'unité, qui sont les gens qui sont effectivement dans la rédaction des textes. Donc bon, mais on va passer là-dessus. Et le dernier élément qui coince aussi, ou qui pourrait coincer, c'est qu'on veut avoir à bord de cet accord interinstitutionnel le Conseil, c'est-à-dire les représentants des États membres qui sont pour l'instant en dehors de tout. Il y a aussi un certain nombre de rencontres, de panels qui sont organisés. Est-ce que ça, c'est pas presque par principe un angle mort d'une régulation comme un registre de transparence ? Non, du tout, parce que justement, comme on n'était pas en situation d'obliger les parlementaires à répondre à cela, on a élaboré une liste assez complète de situations dans lesquelles il est préférable que le rapport soit codifié entre ceux qui interviennent au titre de groupes d'intérêt et les parlementaires ou des réunions de parlementaires. Donc par exemple, c'est tout simplement déjà l'entrée. L'entrée, elle est permise si on est enregistré. Il faut, quand on participe à une commission ou à une rencontre, faudrait, puisque c'est du conditionnel, il faudrait s'inscrire. Quand on participe, qu'on apporte quelque chose à un intergroupe parlementaire, il faudrait également être inscrit. Donc on a toute une galaxie d'une dizaine de conditions supplémentaires dont il nous paraît, à Madame Hübner et moi, comme négociatrices, utile de mettre sur la table pour que les parlementaires aient les idées claires sur ce qu'ils font, qui ils invitent, dans quelles conditions, et surtout qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est pas une ambiguïté vis-à-vis de nous. C'est une ambiguïté vis-à-vis des citoyens qui peuvent se poser la question de qui influe sur quoi. Donc pour que cette question ne soit pas tordue, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, il faut qu'on soit clair dans cela, et c'est ça que j'ai envie de promotionner.
À Bruxelles, la médiatrice européenne Emily O'Reilly traite les plaintes des citoyens, des ONG et peut aussi s'auto-saisir de sujets sur la transparence et le lobbying. C'est à elle que l'on doit d'avoir médiatisé l'affaire Barroso. L'ancien président de la Commission européenne avait été embauché par la banque Goldman Sachs. Emily O'Reilly, vous décrivez à Bruxelles un grand nombre de rencontres, de conférences financées par notamment des entreprises privées où se mêlent décideurs publics, entreprises. De quelle manière on peut rendre cela plus transparent, réguler ça? Les travaux qu'il y a sur les registres de transparence concernent les rencontres officielles entre des fonctionnaires, des commissaires et des lobbyistes. Est-ce que ces réunions, de plus en plus fréquentes, ne sont pas un angle mort de la régulation? Well, je ne crois pas qu'on peut jamais avoir un registre ou des règles, des outils qui vont couvrir toutes les possibilités de lobbying. Ça, c'est impossible. Les institutions sont en train de transformer le registre de lobbying en ce moment. C'est assez contesté et je crois que la définition de lobbying est très importante parce que ça risque d'avoir une définition qui est très étroite. Parce que comme nous venons de discuter, le lobbying n'est pas seulement une rencontre entre deux individus, c'est bien plus sophistiqué et nuancé que ça. Mais je crois que c'est très important la formation des fonctionnaires, du personnel, mais aussi le leadership des chefs des institutions. Ça, c'est le plus important parce qu'il faut mener par exemple, si on peut dire ça. Je crois que de nos jours, quand l'Europe est facée par beaucoup de crises, et surtout une crise de confiance chez le public en ce qui concerne l'Europe, les institutions, et que quand nous voyons la croissance du populisme, il faut que les institutions aient les plus grandes valeurs, les plus grands standards en ce qui concerne l'éthique et l'intégrité. La chose la plus importante, c'est de transformer la culture. Même appliqués au contexte institutionnel et politique de la France, les moyens et objectifs des lobbyistes restent les mêmes. Mais ici, la reconnaissance et les premières régulations ont été plus tardives. La loi Sapin II de 2016 a donné une forme de légitimité institutionnelle à ce qu'elle appelle les représentants d'intérêt, tout en leur fixant des obligations. Tous sont désormais tenus de s'inscrire dans un registre tenu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ils doivent y déclarer les thèmes de travail, des types de décideurs visés et d'actions utilisées, une fourchette des sommes engagées, mais sans plus de détails. Je suis Tanguy Morlier, je fais partie du Regard Citoyen, une association qui milite pour la transparence de la vie publique, pour permettre aux citoyens de mieux comprendre comment fonctionnent les institutions démocratiques. Alors, le gros intérêt du registre, c'est contrairement à ses prédécesseurs, notamment au Parlement, il est obligatoire. Donc normalement, toute personne qui réalise de manière professionnelle du lobbying, c'est-à-dire qui est payée pour faire du lobbying, doit s'enregistrer sur le registre. Donc ça, c'est une très grande avancée. Et la deuxième très grande avancée, c'est que jusqu'à présent, les seuls courageux sur la question du lobbying, c'était les parlementaires. Alors que le lobbying vraiment efficace, c'est le lobbying qui vise l'exécutif et la haute administration. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Avoir des bons contacts dans un cabinet ministériel, avoir des bons contacts dans la haute administration, c'est la manière la plus efficace. Et l'exécutif a été extrêmement frileux d'offrir de la transparence aux citoyens sur ses activités de lobbying. Savoir définir exactement ce qu'est un lobbyiste, c'est extrêmement compliqué. Donc nous, on est pour une vision très large du lobbying. On commence à avoir une vision relativement complète des acteurs. En revanche, c'est extrêmement compliqué de savoir quelles sont les actions réelles qu'ont eues les différents lobbyistes sur l'activité parlementaire ou sur l'activité exécutive. Si on commence à regarder de manière attentive les différents amendements pour un projet de loi, on peut se faire des intuitions sur les différents acteurs en présence. En revanche, sur l'exécutif, comme les réunions interministérielles dans lesquelles se décident les éléments politiques d'un projet de loi ou d'un décret sont secrètes, on ne peut pas vraiment savoir les dessous d'une décision. On peut avoir évidemment accès au projet de loi ou au décret, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir comment se sont joués les arbitrages. Parce que quand on fait de l'empreinte législative ou de l'empreinte normative, ce sont ces arbitrages-là qui permettent de se faire une intuition sur quels sont les acteurs
qui ont pu faire part de leur point de vue. Donc il est de salubrité démocratique que ces décisions soient plus transparentes et que les citoyens puissent évaluer quel est l'impact des différents acteurs sur ces décisions. Aux étapes les plus formelles dans la prise de décision s'ajoute le lobbying indirect, de la préparation de rendez-vous aux rencontres, déjeuners, invitations diverses, autant de manières d'entretenir un réseau de bonnes relations que l'on peut solliciter quand nécessaire. Que doit-on rendre public, jusqu'à quel point? Si le registre est une avancée vers plus de transparence, en l'état, il ne permet guère de mesurer comment chacun a pesé sur les décisions publiques et avec quels résultats. On n'a pas un accès, personne n'a un accès privilégié auprès d'aucun décideur public. Pascal Talon, directeur général de Bourri Talon et Associés, l'un des plus anciens cabinets de conseil en lobbying. Ce qui fait qu'on a accès, c'est que vous savez préparer un dossier de manière bien ficelée, vous savez à quel moment on peut solliciter les gens, vous savez qui on peut solliciter, vous savez ne pas leur prendre trop de temps, vous savez venir au bon moment. Donc c'est plus un savoir-faire qu'un carnet d'adresses, quoi, voilà. Dans les relations institutionnelles, lorsque vous demandez une audience avec un ministre, il y a une procédure. Vous adressez au cabinet, le cabinet traite, le chef de cabinet suit le dossier. Il n'y a pas d'accès privilégié, non. Il y a un formalisme. Il n'y a pas... c'est le coup du portable, non, pas du tout. C'est vraiment pas du tout ça. Pascal Talon, depuis quelques années, la réglementation et la manière dont sont encadrées les activités du lobbying, on dit maintenant plus des représentants d'intérêt, voilà, évoluer. Aujourd'hui encore, on voit qu'il y a un certain nombre de débats sur est-ce qu'il faut y faire évoluer les registres, de quelle manière, jusqu'où. Comment vous regardez ces débats? Bon, nous, à la FCL, on est favorable à certaines évolutions, sauf si c'est des trucs abracadabrants. Bon, si c'est des trucs abracadabrants, on n'y arrivera pas. Si vous voulez, on peut pas demander à tous les élus de tenir un détail de toutes les interactions, agenda, coups de fil qu'ils reçoivent, etc. C'est juste... Par exemple, la publicité des agendas, le fait de rendre public les agendas, qui est une demande de certains, que certains députés font déjà. Oui. Moi, la publicité décidée librement par certains députés de leurs agendas me dérange nullement. Bon. Rendre obligatoire la publication complète, surtout c'est ça, complète de tous les agendas, me semble pas une bonne idée. D'abord, ça pose une question matérielle qui est vraiment très compliquée. C'est-à-dire que pour les agences comme nous, ça créerait un risque, parce que si vous devez tout déclarer à 100%, il suffit d'oublier un rendez-vous. Et n'oublions pas que les interactions qui sont visées par la haute autorité, c'est pas que les rendez-vous physiques, c'est un coup de fil, un mail, etc. Il suffit d'en oublier un pour que votre déclaration soit caduque. Donc là, ça nous met dans un risque, parce que nous, on fait ça toute la journée. Donc voilà. La deuxième chose, c'est que ça pose une question de principe, je pense. C'est que je vois pas comment on peut demander à un élu de donner 100% de ses rendez-vous. Et j'observe que les élus qui rendent public leur agenda, en réalité, ne rendent pas public tout leur agenda. Ils rendent public une partie de leur agenda. Mais par exemple, ils ne mettent pas les rendez-vous politiques, ils ne mettent pas les rendez-vous personnels. Or, vous savez, parfois les choses se croisent un peu. Voilà. Donc, je dis juste ça. Voilà. Et enfin, ça pose aussi une question de liberté individuelle, de mon agenda est mon agenda. Voilà. Joshua Adel, associé du cabinet de conseil et stratégie Ilios, compte parmi ses clients des laboratoires pharmaceutiques ou encore la Fédération des entreprises de la formation professionnelle. Lui plaide pour plus de visibilité des positions défendues par chacun. Nous considérons que les entreprises, les institutions, les marques, les ONG, les fédérations professionnelles sont des actrices du politique et que leurs intérêts, qui sont des intérêts singuliers, qui sont des intérêts particuliers, renvoient non seulement à des conceptions idéologiques, mais aussi à un projet de société qui doit être mis sur la table et doit assumer une forme de conflictualité avec les autres. Nous traduisons des intérêts business, entre guillemets, de nos clients en conception de la société, en référentiel idéologique. Vous ne pouvez pas, par exemple, défendre une certaine idée de l'indépendance énergétique et considérer que ce choix est uniquement dicté par des considérations business. C'est un choix orienté et il faut l'assumer comme tel. Vous pouvez considérer que l'indépendance énergétique repose sur telle ou telle énergie, plus ou moins fossile, ou considérer qu'elle repose sur du 100% renouvelable, mais ces deux conceptions s'affrontent et ce sont des choix de société.
L'essentiel en réalité de notre travail, c'est de fabriquer les termes du débat pour qu'il se passe sur le terrain, bien entendu, le plus favorable à nos clients, mais dans un cadre qui soit le plus honnête, régulier et transparent possible. Et à la limite, effectivement, ce à quoi on réduit souvent le lobbying, c'est-à-dire la bataille d'amendements ou une forme de technicité du droit, n'arrive qu'en bout de course. Je ne dis pas que ces compétences-là ne sont pas nécessaires à notre métier, mais elles ne sont pas essentielles. À partir du moment où vous avez gagné dans les têtes, à partir du moment où vous avez remporté la bataille politique, la mise en œuvre dans les politiques publiques, sans nier la complexité technique, mais c'est quasiment de la poésie. Gagner dans les têtes, ça passe par quoi? Parce que ça veut dire que vous avez une stratégie avec différents moments. Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu, des formes de schémas récurrents? Alors, je pourrais vous prendre l'exemple de la réforme de la formation professionnelle, où là, vous avez des intérêts catégoriels à défendre qui sont ceux des entreprises privées de formation professionnelle. Vous avez une vision de ce que doit être le marché de la formation professionnelle, et en l'occurrence, vous voulez plutôt le libéraliser. La manière dont vous procédez est très simple. Vous mettez en place une coalition politique de vrais libéraux, entre guillemets, et vous allez constituer une majorité d'idées sur cette base-là. Une majorité d'idées parce que vous savez que même si, a priori, le discours vous est favorable au sommet de l'État, les blocages sont importants. Les blocages peuvent également être dans l'administration et qu'il va falloir les vaincre d'une autre manière. Nous sommes dans une approche qui est extrêmement ciblée et qui est ciblée sur ce qu'on appelle des têtes de réseau, et ce sont ceux-là sur lesquels en réalité nous allons travailler parce qu'ils vont avoir un pouvoir eux-mêmes de conviction sur le reste des parlementaires, et parce que si, entre guillemets, nous perdons au gouvernement dans le processus d'élaboration d'une réforme, nous allons essayer de gagner ailleurs. Joshua Adel, vous prenez une normalisation des métiers du lobbying, ça veut dire quoi? Les lobbyistes qui sont reconnus comme représentants d'intérêts devraient, à mon sens, devenir une profession réglementée avec un certain nombre d'obligations sur la publicité des positions qui sont prises, avec des obligations déclaratives qui iraient beaucoup plus loin que ce qu'elles sont aujourd'hui, avec des pouvoirs qui pourraient être complémentaires de déontologie et de sanctions. Autant de mesures qui feraient des consultants politiques des auxiliaires de la démocratie. Ce qui va avec le fait d'instaurer un ordre réglementé, c'est le secret professionnel. Difficile désormais de faire l'économie d'un discours sur la transparence. Certains lobbyistes font même de l'encadrement un instrument de leur normalisation dans le champ politique. Yves-Paul Robert, associé fondateur de Plead, cabinet du groupe Vivendi Havas. Je pense que ce métier entre dans une phase de maturité. D'abord, une relation apaisée avec l'opinion publique. Il faut faire un petit peu de pédagogie sur nous-mêmes et expliquer que nous sommes des outils d'aide à la décision démocratique. Et deuxièmement, il faut rentrer dans une phase d'organisation, de formalisation de cette profession qui peut pas être exercée par n'importe qui nécessite un certain nombre de devoirs. Vous devez déclarer pour qui vous travaillez, dans quelle proportion, en faisant quel objectif. Ça vous donne aussi accès à des droits, le fait d'être demain protégé par le secret professionnel parce que vous êtes amené à avoir connaissance d'informations qui sont ultra sensibles. Dans le cadre de procédures judiciaires éventuelles avec votre client, vous n'êtes protégé de rien, donc en réalité, vous devez avoir accès à des droits. C'est un outil de défense de nos clients en réalité. C'est-à-dire que demain, vous avez une perquisition qui est menée chez vous, vous avez exactement sur votre boîte mail les mêmes informations que l'avocat, puisque vous êtes dans le même mail, sauf que l'avocat, on ne prend pas son ordinateur parce que c'est protégé par le secret de la correspondance. Par contre, les communicants et les lobbyistes, c'est pas grave. Je pense que c'est une rupture d'égalité devant le droit qui est assez flagrante et qui en réalité nous expose et expose nos clients. Organiser une profession réglementée, un conseil de l'ordre qui est capable de distinguer, qui est capable de sanctionner, qui est capable d'exclure, qui est capable de faire corps d'ailleurs pour mieux se défendre. Le fait que la profession de représentant d'intérêt soit assez désunie fait que en réalité au gré des réglementations successives se voit un peu mise à mal. Je crois que pour dissiper le débat qu'il pourrait y avoir autour du rôle des lobbyistes dans les organisations démocratiques, il est extraordinairement sain et nécessaire que nous ayons ce débat sur l'auto-organisation de la profession. Ça permettra de, je pense, faire mieux vivre la démocratie. L'influence repose sur un écheveau complexe de relations et les consultants en lobbying n'en sont que des acteurs parmi d'autres, avec entre autres les avocats, les communicants et les experts dont le poids est de plus en plus important. Des carrières politiques plus limitées dans le temps ont favorisé les allers-retours entre public et privé, et cela à une échelle qui désormais pose de manière accrue la question des liens et conflits d'intérêts.
Martin Pigeon, chercheur pour l'ONG Corporate Europe Observatory. Le problème du conflit d'intérêts, c'est un problème institutionnel, c'est pas un problème d'éthique individuelle. Ce que ça veut dire, ce problème-là, très précisément, c'est le problème des carrières politiques. En France, le marché du conseil a émergé avec l'alternance. Les politiques ont commencé à vendre leur carnet d'adresse à partir du moment où ils ont commencé à perdre. Pour prévenir les conflits d'intérêts, nous recommandons l'instauration de délais de carence, de façon à ce que les gens doivent attendre un peu avant d'aller travailler dans, par exemple, s'ils étaient en charge de la réglementation bancaire, ils vont attendre 3 ans avant d'aller bosser pour une banque. Disons que les informations privilégiées qu'ils avaient ne seront plus privilégiées à ce moment-là. Et enfin, ça pose plus généralement la question de l'expertise. C'est-à-dire que même si les lobbyistes amènent des informations, ça en soi, c'est pas une mauvaise chose nécessairement. Le problème, c'est où est la contre-expertise. C'est est-ce que les administrations se donnent les moyens de recouper ces informations, d'aller chercher des informations ailleurs. Est-ce qu'elles vont aller interroger les universitaires qui travaillent sur ces questions-là? Est-ce qu'elles vont donner aux universitaires les moyens de travailler sur ces questions-là, etc., etc. Ça pose la question du financement de la recherche. C'est complètement essentiel, ça. Parce que si la société n'a plus accès à des universitaires indépendants, alors elle est condamnée à suivre l'expertise qui lui sera fournie par le plus riche. Lobbying, les méthodes de l'influence, un reportage de Catherine Pétillon avec Annie Brault à la réalisation. Grand reportage, Aurélie Kiefer. En studio avec nous, Antoine Vaucher du Centre européen de sociologie et de sciences politiques et Guillaume Courty, professeur en sciences politiques à l'Université de Lille, tous les deux fins connaisseurs des lobbies. Alors on vient d'entendre Martin Pigeon qui craint que les décideurs publics ne travaillent sur une expertise fournie par le plus riche. C'est toujours l'argent, le nerf de la guerre, Guillaume Courty? Toujours pour un des camps en présence sur aujourd'hui le débat du lobbying, oui. L'organisation là qui est citée CEO étant en effet une des nouveautés dans les systèmes politiques, ici le système politique européen, mais on a eu dans le reportage Regard Citoyen, nouveauté, c'est-à-dire qu'il y a des organisations qui ont pris comme sujet et domaine de compétences à la fois la transparence et le lobbying. Généralement d'ailleurs plutôt au début la transparence, puis le lobbying quand le sujet est devenu d'actualité. Alors un de leurs credos, c'est de dire que l'inégalité d'accès tient dans la difficulté d'avoir la ressource la plus centrale qui est l'argent. Et si on prend les travaux de ma discipline depuis maintenant une 50aine d'années, largement au départ américaine et puis maintenant un peu partagée par tous les chercheurs, l'argent n'est pas ce qui fait la différence. Parce que quand on est par exemple sur un système politique comme le système politique européen qui avant tout a été construit pour réguler des marchés, c'est pas le plus riche qui l'emporte, c'est beaucoup plus complexe que cela. Si on prend d'autres systèmes politiques, il faut voir là quelle est la place de l'argent en politique. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas faire de lobbying sans dépenser. Ok, mais en France, c'est absolument une autre logique. Et là, on voit que ça ne sont pas les mêmes ressources. Les ONG ont des ressources que les entreprises n'ont pas. Et le marchandage et la bataille se fait entre ressources qui ne sont pas toujours les plus valorisées et les plus opératoires. Alors par exemple, quelles sont les ressources des ONG Leur expertise, leur connaissance de certains dossiers, la mobilisation des citoyens, la connaissance d'un territoire, le fait qu'elles se soucient depuis les années 70 des biens communs, etc. Ce qui fait que c'est quand même une nouveauté toujours aujourd'hui assez sidérante pour des décideurs de voir arriver des personnes qui parlent au nom de biens immatériels et communs qu'il ne faut pas dégrader. Et on en est encore un peu sidéré. Quand je dis le on, c'est je me mets à la place des personnes qui les reçoivent. Alors Antoine Vaucher, il y a quand même nécessité de rééquilibrage entre les petits et les gros. Ce qui est sûr, c'est que effectivement les grandes entreprises ont compris qu'il y avait un enjeu, notamment à l'échelon européen, dans le fait de réussir à définir les normes du marché, de ces marchés privés sur lesquels ils interviennent, qu'une partie de
Leur part de marché se définit pas seulement dans leur capacité à innover, etc., mais dans leur capacité à définir justement les normes, et que donc de ce point de vue-là, évidemment, il y a un enjeu, à se doter, notamment via des cabinets d'avocats, via des cabinets de conseil, de stratégies d'influence, effectivement, qui se sont développées et qui ont fait que, à l'intérieur des cabinets d'avocats, par exemple, sur lesquels moi j'ai travaillé davantage, eh bien, on s'est doté d'une expertise du public, c'est-à-dire une expertise de l'État, une expertise de la Commission. On a effectivement progressivement devenu un peu des spécialistes de la norme, justement, parce que il faut se souvenir que finalement l'Union européenne, ça n'est pas en quelque sorte un État comme les autres, d'une certaine manière. L'Union européenne, c'est d'abord un État, si on veut, ou une entité qui construit les normes d'un marché unique, qui est finalement le plus grand marché mondial, et qui définit justement les conditions d'accès et aussi les conditions de sortie en quelque sorte, c'est-à-dire les exceptions au nom d'un risque sanitaire, au nom d'un risque environnemental, au nom d'un risque social. Et c'est là aussi, autour des exceptions, que évidemment les grandes entreprises ont à jouer quelque chose où se joue en quelque sorte la place des grandes entreprises aussi, et leur capacité à influer la norme. Catherine Pétillon. Est-ce que ces capacités d'agir sur les décisions publiques, en particulier en matière économique, est-ce qu'elles sont nouvelles, renforcées ou juste plus documentées et plus présentes dans le débat public ? Alors, la nouveauté ne tient pas tellement dans les pratiques, elle tient plutôt dans les catégories d'acteurs qui interviennent. La grande nouveauté, on a déjà parlé de l'arrivée des ONG et des causes qu'elles défendent. L'autre grande nouveauté très récente, c'est le fait que des entreprises, en leur nom propre, sont considérées comme des intervenants légitimes dans le cadre du débat législatif ou normatif. Ça, c'est vraiment une grande nouveauté. Si vous voulez, de façon caricaturale, il y a 30 ans, vous aviez une fédération nationale des constructeurs automobiles qui intervenait. Aujourd'hui, vous pouvez avoir Peugeot, Renault, Toshiba qui arrivent en ordre dispersé en n'ayant pas toujours des positions communes. Ça, c'est une transformation. Pour ce qui est des pratiques, on a bien sûr des nouveautés, mais ces nouveautés, elles sont liées à la création d'une autre entité dans le lobbying qui est le pôle conseil. Et ça aussi, il y a 20 ans, il n'y avait pas de freelance ou de consultants sur le mode libéral qui exerçaient cette activité. Et ça change beaucoup la donne ? Oui, parce qu'ils sont multitâches, parce qu'ils ont été produits par le système universitaire. C'est pas uniquement les alternances qui ont produit le lobbying, c'est aussi l'université qui a produit des débouchés et qui a produit des néo-entrants qui sont aujourd'hui internationalisés, qui ont une culture qui est très très différente de la tradition classique du relationnel où il faut faire les couloirs, les repas et autres. Et dernière nouveauté, l'usage d'Internet. Une députée a cité ce chiffre de 40 000 emails. Pour la directive sur les droits d'auteur. J'ai des archives courriers, c'est 200 000 lettres. La nouveauté, vous voyez, elle est juste dans la forme que ça prend. Oui, Antoine Fauché. S'il y a un élément de nouveauté, peut-être c'est aussi peut-être une nouveauté organisationnelle, c'est-à-dire ces cabinets de conseil ou ces cabinets d'avocats, un certain nombre d'entre eux ont une taille internationale, ont des bureaux dans tous les pays, par exemple de l'Union européenne, se dotent d'expertise, comme ils disent, ce sont un peu des avocats ou des conseils couteau suisse, d'une expertise un peu tout terrain, à un moment où, à l'inverse, l'État, disons le régulateur, lui, n'a pas cette capacité, je dirais, transversale et internationale des grosses organisations, des gros cabinets d'audit ou des gros cabinets d'avocats, puisque, au contraire, la régulation, elle a eu tendance à se morceler. Puisque elle est à Bruxelles, elle est à Bercy, elle est dans le pôle financier au tribunal à Paris, elle est au Parlement et elle est dans les agences de régulation. Et donc on a peut-être là aussi un élément intéressant, c'est-à-dire quand même il y a une nouveauté ici sur le rapport de force quand même qui se construit entre ces grandes organisations aussi et les personnes publiques, la régulation publique. Alors, Antoine Fauché parlait de couteau suisse et de la force de l'expertise. Guillaume Courty, il y a aussi beaucoup cet appui aujourd'hui sur des études scientifiques, c'est-à-dire des expertises. C'est pas seulement tout terrain, c'est très précis parfois. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aujourd'hui parmi les lobbyistes des gens qui ont vraiment une capacité à
tenir un discours scientifique. Alors, il y a deux phénomènes, si vous voulez, dans la même question. Le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle la scientifisation des problèmes publics. C'est le recours à la science comme arme ultime pour emporter la compréhension des décideurs. L'autre phénomène, c'est les positions d'experts qui sont distribuées dans ce que Antoine Vauchet a précisé, ce morcellement des dispositifs de régulation. Les positions d'experts, elles devraient être distribuées par les décideurs et les agences à des personnes dont, et là on abordera le conflit d'intérêts, dont la position tient à leur expertise et non pas à leur capacité à être instrumentalisée par des consultants, des entreprises, des fédérations professionnelles. Et les deux phénomènes ont vraiment monté en puissance en parallèle. C'est-à-dire la nécessité d'avoir la caution scientifique la plus légitime, en même temps qu'elle doit être défendue, cette position, par des experts qui sont eux-mêmes les plus légitimes. Et là, on voit qu'il y a débat sur les deux, c'est-à-dire que des lobbyistes que j'ai interrogés, avec lesquels j'ai débattu, sont les premiers à reconnaître qu'ils ont été beaucoup trop loin, mais aussi dans leur méconnaissance de la fausse science. C'est extraordinairement difficile, même pour un lobbyiste, à qui on peut conférer quand même une volonté d'essayer de traduire les enjeux de son client. Donc ça n'est pas que de la manipulation, c'est de bonne foi aussi. Mais eux aussi sont pris dans ce sorte de maelstrom de vraie science, fausse science. Enfin, dans l'ouvrage, si vous voulez, je donne l'exemple du saumon, qui est un des cas qui a maintenant 25 ans. Aujourd'hui, il est ultra difficile pour un des décideurs de savoir mais quel est le saumon qui ne comporte strictement aucune trace de quoi que ce soit. Mais Antoine Vauchet, c'est précisément sur cet aspect scientifique quelque chose qui revient assez souvent. On peut citer les travaux de la journaliste Stéphane Aurel qui vient de sortir un ouvrage, Lobbytomie, où elle montre bien comment des décideurs qui sont dans la capacité matérielle parfois de se prononcer sur des questions scientifiques très précises sont soumis aussi à des débats, à ce qu'on appelle la manufacture du doute et à l'utilisation d'arguments scientifiques détournés par des multinationales notamment. Oui, c'est certain. En même temps, je pense qu'un élément aussi à prendre en compte, c'est que faudrait pas avoir non plus l'idée par exemple, de la Commission européenne ou des gouvernements français comme une sorte de forteresse assiégée par des lobbies qui viendraient de toutes parts et du coup, et à l'inverse, un secteur public qui serait lui, tel qu'en lui-même et prêt à se défendre et en fait finissant par se faire influencer. D'une certaine manière, je pense qu'il y a des éléments un peu plus structurels aussi. Je pense que Martin Pigeon, peut-être qu'il disait dans les entretiens, des formes d'accords et d'évidences partagées de part et d'autre, je pense aussi. Des évidences partagées notamment par le fait qu'il y a aujourd'hui des formes de circulation publique-privée, on pourrait parler du pantouflage, qui fait que les acteurs régulateurs et les acteurs régulés partagent quand même souvent un ensemble de propriétés, et notamment pour ce qui touche à la régulation des marchés, souvent des représentations communes, par exemple une surestimation des risques qu'il y a à réguler les marchés, une sous-estimation à l'inverse des risques, ou de la capacité une surestimation de la capacité du marché à se réguler lui-même. Bref, je pense qu'il faudrait aussi prendre en compte le fait que il y a quelque chose finalement qui fait que ces institutions n'ont pas toujours besoin d'être lobbyées, en quelque sorte. Elles le sont déjà, peut-être d'une certaine manière, structurellement, ou en tout cas sur un certain rapport à la régulation publique, sur une perte de confiance en soi, peut-être justement des personnes publiques dans leur capacité et dans leur utilité dans la régulation publique. Je pense que c'est aussi un élément à prendre en compte, que l'insistance sur les points de contact, l'influence, je sais que Guillaume Corti est très sensible à cette question-là, ne permet pas de faire apparaître. Alors Guillaume Corti, justement, sur la question du conflit d'intérêts avec une grande perméabilité aujourd'hui entre haute fonction publique et instances de lobbying. Alors, je dirais pas uniquement entre haute fonction publique et instances de lobbying, entre, comme l'a dit Antoine Vauchet, circulation dans le champ du pouvoir, oui, et circulation qui aujourd'hui a fait une rotation complète. Alors là, on peut à nouveau parler de nouveauté, parce que avec le pantouflage, on est sur la très longue durée de tradition, de soit reconversion définitive ou transitoire de hauts fonctionnaires dans des secteurs d'activité. Le chemin de fer en France n'a pas d'histoire s'il n'y a pas de pantouflage.
par exemple, l'aéronautique, le nucléaire, enfin tous ces secteurs qui font notre actualité aujourd'hui sont des secteurs qui sont complètement composés et pétris de trajectoires individuelles qui ont été publiques et économie mixte, pas encore complètement privée. Alors, vous voyez que c'est pas uniquement au fonctionnaire qui va dans un pôle affaires publiques d'une entreprise, c'est nouveauté qu'il revient dans l'État à une position. Ça, c'est quand même quelque chose aussi. J'ai parlé de sidération tout à l'heure. Il y a 20 ans, quitter l'État, c'était en finir avec la routine, le mauvais traitement, etc. Aujourd'hui, on a un retour dans l'État. Alors, on a changé les grilles de rémunération peut-être, mais on a aussi une revalorisation des postes d'État. Et le débat, là, il est quand même à la fois éthique et politique. À savoir, l'état de la législation sur le conflit d'intérêts est-il à même de permettre d'être sûr de la probité et de l'impartialité de quelqu'un qui, du fait de sa trajectoire très récente, revient aux affaires après avoir été dans d'autres affaires. Alors justement, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que pour l'instant, on n'a pas le cadre législatif qui est celui qui est adapté à ce phénomène. On en discutait avec Antoine Vaucher tout à l'heure. La haute autorité, donc qui est pour la transparence, de la vie publique, qui est vraiment la nouveauté du système pour être à la fois la garante des déclarations d'intérêt des décideurs et en même temps du registre transparence, et de tradition très récente consultée avant la composition d'un gouvernement. Mais quand on a les dossiers du dernier gouvernement, on peut se demander, et c'est pour reprendre là aussi un point que Antoine Vaucher a isolé, on peut se demander quelle est la part de connivence du gouvernement dans le choix de ces personnes. Il savait que la secrétaire d'État à l'environnement avait cette trajectoire. Donc, il l'assume. Et c'est pour diluer cette idée de ils sont manipulés et ils sont complètement une sorte de marionnette que les grands intérêts... Mais ils sont quand même décideurs au sommet de l'État. Antoine Vaucher. Oui, non, effectivement, le système... de pantouflage est aujourd'hui assez faiblement contrôlé. La commission de déontologie de la fonction publique, qui est un peu le garde-frontière, en fait, ne publicise pas ses avis, a une politique relativement accommodante pour des départs dans les secteurs mêmes dans lesquels les régulateurs publics exerçaient, du côté privé cette fois-ci. Et effectivement, comme le disait Guillaume Courty, ne saisit pas du tout ce qu'on appelle aujourd'hui le rétro-pantouflage, c'est-à-dire les retours qui posent largement autant de questions, de conflits d'intérêts que les départs. Catherine Pétillon. Antoine Vaucher, est-ce que cette porosité de la frontière entre public et privé, cette sorte d'affaiblissement, permet aussi de nourrir ce discours qu'on entend beaucoup chez un ensemble de lobbyistes, en particulier ceux que j'ai rencontrés, qui se présentent comme des auxiliaires de la démocratie, qui devraient à ce titre-là d'être un peu indifférents. La personne publique, personne privée auraient un même rôle à jouer, et à ce titre-là, ils auraient presque à s'autonomiser, voire à s'auto-organiser, comme le dit l'un d'entre eux. C'est ça qui permet ce discours-là, le nourrit ? Oui, sans doute. C'est-à-dire, je pense que du côté des lobbyistes et aussi du côté des avocats d'affaires qui sont justement à la périphérie des institutions publiques, il s'agit, d'éviter le stigmate. D'éviter toutes les stratégies de disqualification dont on a parlé. Et donc, il y a toutes sortes de stratégies éthiques, politiques pour se grandir, pour se rendre nécessaire pour le réenchantement de la démocratie, toute une série de façons de se faire, d'apparaître comme, justement, comme vous le disiez, des auxiliaires de l'État, des auxiliaires du service public, des auxiliaires de la démocratie, et effectivement transformer le lobbyiste en finalement une figure très banale, c'est-à-dire nous sommes tous d'une certaine manière lobbyistes. Parce que nous sommes tous des porteurs d'intérêt, et dans cette mesure-là, l'enjeu n'est pas tellement d'être pour ou contre le lobbyisme, mais plutôt de démocratiser, c'est-à-dire tout le monde a droit à son lobbyiste. Il ne pourrait pas y avoir de sans lobby en quelque sorte. Et ce discours-là, c'est-à-dire sur l'articulation de lobby et démocratie, est effectivement porté en partie par les cabinets de conseil, et parfois aussi, d'une certaine manière, aussi par les ONG. Et c'est vraiment différent d'agir au nom d'intérêts privés ou de l'intérêt collectif, Guillaume Courty ?
Quand on observe les pratiques, non. Si on prend ce qui fait très souvent la une de l'actualité, les amendements fournis clés en main, c'est vraiment une des pratiques les plus communément répandues et qui est de très très, là aussi, longue tradition dans la vie politique française. Après, on va voir des répertoires d'actions qui sont différents, c'est-à-dire que les uns vont privilégier la mobilisation des membres, les autres vont fabriquer des mobilisations, ça a été dit dans le reportage avec l'astroturfing, d'autres vont avoir un relationnel qui est très clivé politiquement, uniquement parisien, pas dans les territoires, alors que, etc. On va voir en effet on va pas distribuer, si vous voulez, les pratiques exactement de la même façon, avec le même volume, mais ils partagent quand même énormément, ils partagent beaucoup plus qu'ils ne se différencient. D'accord. Merci beaucoup Guillaume Courty. Merci Antoine Vaucher. Merci. Lobbying, les méthodes de l'influence. Le grand reportage de cette semaine était signé Catherine Petit.